Eh bien, tout le monde sait, enfin, en principe, tout le monde sait que l'antisémitisme, c'est à droite. Et oui, les fachos, les antisémites, les racistes sont à droite. Non, ça se passe plus comme ça. Ça se passe plus comme ça parce que de temps en temps, on se dit, on commence à regarder, on regarde les écrits, on regarde un certain nombre de choses. Et puis, il y a des journalistes, des essayistes qui creusent effectivement la question. Et puis, il dit, attendez, la gauche antisémite, une haine qui vient de loin, Clément Vellerenal, aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Alors je rappelle quand même Clément Vellerenal que quand même il faut le rappeler à chaque fois, mais c'est très important, c'est que vous avez été le Christophe Colomb du mur des cons. C'est-à-dire que vous êtes arrivé comme par hasard avec votre caméra, vous étiez en train de faire un reportage sur le syndicat de la magistrature et vous ouvrez une porte et vous voyez que le mur des cons, et je rappelle quand même très rapidement que le mur des cons, c'était tous ces cons qui ne comprennent pas l'idéologie qu'il faut toujours défendre entre guillemets, l'opprimé. Et il y avait quand même, juste un mot là-dessus, Clément Vellerenal, il y avait même des photos de deux parents d'enfants assassinés, c'est ça ? Oui, par des serial killers, par des récidivistes qui avaient été malencontreusement libérés. Voilà. Non, mais ce jour-là, merci de rappeler mes états de service professionnels, mais je n'ai fait que mon boulot. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Ben enfin, c'était. Mais juste un mot. Vous vous attendiez pas du tout. C'était quelque chose qui personne ne savait que ça existait, quoi. Enfin, en dehors des magistrats eux-mêmes. Je le dis toujours à des jeunes confrères, c'est un peu un enseignement journalistique professionnel que l'on peut tirer. Souvent, l'information importante, j'allais dire le coup de ma carrière, mais c'est vrai que c'est un des moments les plus importants. C'est à l'occasion d'une interview banale. Il n'y a pas de petit reportage. Il faut toujours être aux aguets. Un jour, vous poussez une porte et vous découvrez quelque chose. Et là, il faut faut un peu faire le réflexe, oui, quand même. Remuer ses méninges et puis avoir le réflexe en disant vite, je prends l'image parce que dans 5 minutes, je serai dehors et ce sera trop tard. Ouais, voilà. Mais c'est bien. Et c'était il y a 12 ans et on en parle encore. Ah ben c'est clair. Et à mon avis, on en parlera longtemps parce que effectivement, c'est l'endroit où des gens jugent. Hein, c'est la justice. On sait qu'elle a un bandeau sur les yeux, mais enfin là, le bandeau était fait en plomb. Hein, ça reste une référence. C'est une tâche sur le CV du syndicat de la magistrature. Mais c'est une tâche salutaire. On sait à qui on a affaire. Oui, non, mais c'est très important, en tout cas, de souligner ce qu'on voit, et comme disait Peggy, de voir ce que l'on voit, ce qui est déjà autre chose. Alors, vous sortez, donc, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin. Alors, j'ai lu le livre, très intéressant, beaucoup de choses à dire, et on va prendre le temps de le dire, Clément Vellerenal. Quand vous dites la gauche antisémite, et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous partez du présent et vous allez ensuite jusqu'à Jaurès, jusqu'à les socialistes de l'époque. Karl Marx, absolument. Mais alors justement, la question que je peux vous poser au départ, c'est que cet antisémitisme, est-ce que ce n'était pas, et encore une fois, pas pour faire l'avocat du diable, enfin en l'occurrence c'est pas ça, est-ce que ce n'était pas, hélas, la chose du monde la mieux partagée pendant des siècles, et que ça touchait tout le monde? Oui, mais on pourrait aussi... Il y a eu des livres formidables, des ouvrages historiques. Je songe à Jules Isaac, Jésus et Israël, l'antisémitisme chrétien d'avant Vatican II, bien sûr. L'enseignement du mépris, etc. Voilà. etc. Mais là, j'ai voulu m'intéresser à un problème historique, parce que vous le savez très bien, notamment depuis la Libération, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la gauche, qui est passée maître dans l'art de réécrire l'histoire à son profit, nous explique qu'elle, d'abord, elle aurait toujours été résistante, et puis alors, elle n'aurait jamais ou pratiquement pas été antisémite. C'est la droite, comme vous le disiez, qui serait antisémite, l'extrême droite et la droite, donc par voie de conséquence, et qu'à gauche, on est humaniste, on est pour la libération de l'être humain, antiraciste, on est antiraciste, parce que oui. Ça va aussi, ça va au-delà du problème juif. On est antiraciste, on aime tout le monde, et alors ça a des conséquences, parce que quand vous êtes de droite, vous êtes vite condamné par les tribunaux, on examine vos propos à la loupe, à la virgule près, mais la gauche, elle bénéficie d'un sauf-conduit, d'un blanc-seing, elle n'est pas raciste, elle n'est pas antisémite. Alors, bon, j'ai eu à connaître un certain nombre d'affaires, de dossiers, et je me suis dit, mais c'est pas vrai.
c'est pas vrai. Alors je suis parti d'aujourd'hui, puisqu'il y a une polémique sur la réalité de l'antisémitisme ou non de M. Mélenchon et de sa formation politique, la France Insoumise. J'ai gratté, j'ai regardé les déclarations, les écrits plus anciens, et puis je suis remonté dans le temps et je me suis aperçu effectivement que cette gauche prétendument humaniste, visionnaire et qui ne saurait souffrir l'accusation d'antisémitisme, eh bien, cette gauche, au contraire, enfin, ou en tout cas une bonne partie de la gauche, je ne dis pas toute la gauche, mais qu'il y a à gauche une tradition antisémite, vieille de plusieurs lustres et même de plusieurs siècles, et que une partie de la gauche dogmatique, la gauche marxiste, la gauche totalitaire, en fait, a toujours nourri une détestation plus ou moins rentrée, plus ou moins exprimée des Juifs. Et alors, j'examine le dossier et je soumets au lecteur, en partant de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi en m'intéressant aux écrits du Parti communiste français on y reviendra si vous voulez, lors des procès de Moscou, lors des procès de Prague, les écrits de Karl Marx. Et au moment du pacte germano-soviétique en 1939 et 1941, etc. Et puis aussi, pour rester dans les périodes plus modernes, j'y consacre 3 ou 4 chapitres. J'ai étudié avec beaucoup d'intérêt les écrits oubliés d'une figure tutélaire de la gauche intellectuelle, en la personne je parle de monsieur Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde. Il avait un sérieux problème avec les Juifs, qui d'ailleurs se couplait avec son collaborationnisme qu'il a su cacher par la suite, puisqu'il s'est toujours présenté comme ancien résistant. Et on découvre effectivement que le fondateur du Monde, c'est-à-dire le phare de la pensée journalistique de référence, enfin pendant longtemps. Le fondateur du Monde avait un sérieux problème avec les Juifs avant-guerre, pendant la guerre et même après la libération. Mais alors justement, parlons. Je voudrais avoir votre explication. Comment il se fait que la gauche qui se présente, et c'est vrai, enfin je veux dire, il y a un côté la gauche, c'est pour le peuple, pour l'égalité, contre tous les racismes. Je précise, je dis parce que comment vous expliquez alors cette tradition de l'antisémitisme à gauche? Ça vient de quoi? Ça vient que les Juifs c'est ailleurs, c'est quoi? C'est quoi en quoi? Je vais vous poser la question autrement, mais c'est important, Clément Vendrenne. En quoi l'antisémitisme, est-ce qu'il y a différence? Et en quoi il se distingue, cet antisémitisme de gauche, de l'antisémitisme de droite, profondément? Ou c'est le même? C'est pas exactement le même. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense, sans trop systématiser, mais quand même, on peut schématiser, l'antisémitisme de droite a longtemps été un antisémitisme religieux, d'inspiration chrétienne. Les Juifs étaient le peuple déicide. Ils avaient refusé le Messie, ils refusaient la divinité de Jésus, et en plus, ils l'avaient crucifié. On sait que depuis l'Antiquité, durant le Moyen-Âge, cet antisémitisme chrétien a été central, et comme effectivement, historiquement, en France en tout cas, la droite a longtemps été effectivement associée à une société chrétienne, à la religion catholique, eh bien, tout ça, peut-être, c'est un attelage qui a fonctionné assez bien. Alors, effectivement, je me suis intéressé aux différents... j'ai lu un certain nombre d'essais, il y a des gens qui ont réfléchi avant moi à la question. Pour le marxisme, c'est différent. C'est-à-dire que... La gauche, les Juifs, c'est l'argent. Il y a pas uniquement, on y viendra, mais surtout, par exemple, dans la société idéale telle qu'elle est rêvée par Karl Marx et telle qu'on va essayer de l'installer, par exemple, en Union soviétique pendant 70 ans, le juif, effectivement, est associé à l'argent, associé au capitalisme, et on dit en plus, donc, on n'a rien contre les juifs, mais c'est sûr que dès lors que le capitalisme aura disparu et que le paradis socialiste sera installé sur Terre, Karl Marx l'écrit lui-même, les juifs vont, j'allais dire, s'évaporer d'eux-mêmes. Il n'y aura plus besoin de juifs puisqu'il n'y aura pas il n'y aura plus de domination par l'argent. Karl Marx l'a écrit de manière très malveillante. Effectivement, il dit le juif c'est l'argent, c'est l'oppression par l'argent. Donc on n'a rien contre les juifs, mais si on installe le socialisme, le juif disparaîtra. Les juifs disparaîtront. Or, que s'est-il passé notamment en Union soviétique? Et ça peut expliquer une partie de l'antisémitisme stalinien. Eh bien, malgré l'instauration de ce fameux paradis socialiste dont nous connaissons les conséquences. Oui, donc nous connaissons les conséquences que nous n'avons pas subies en France, mais nous les avons connues. Malgré l'instauration du système communiste, les Juifs étaient toujours là.
Alors, vous voyez, quand vous avez une idéologie, ça s'opposait d'une certaine manière, les Juifs, dans la société marxiste, dans toute l'ère, dans toute la sphère marxiste. C'était la société sans classe. Oui, la société sans classe. Eh bien, les Juifs restaient comme des témoins gênants de ce que cette idéologie totalitaire, effectivement, était effectivement quelque chose d'imposé, était quelque chose de l'ordre dictatorial. Ça c'est pour les... Oui, pour les marxistes, mais je voudrais juste une chose là-dessus, juste pour rester là-dedans. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, ce que vous soulevez, c'est qu'au fond, on reprochait aux Juifs tout et son contraire. C'est-à-dire que d'un côté, c'était les capitalistes suceurs de sang, argent, etc. Mais de l'autre côté, c'était ces Juifs bolcheviques qui ont aidé à la révolution stalinienne. Bolchevique. Les Trotsky, les ceci, les cela. Et il dit, regardez, ces bolcheviques, les 3/4 sont des Juifs. Donc, c'était les communistes enjuivés qui ont fait l'Union soviétique, et c'était les Juifs capitalistes de l'autre côté, quoi. Des deux côtés, c'était l'équilibre, le soi-disant, enfin. Comme aujourd'hui, on reproche effectivement, alors là, sur la question d'Israël, on reproche souvent à Israël tout et son contraire. Il est coupable de s'être laissé surprendre le 7 octobre, mais il est coupable aussi de se défendre et d'organiser sa défense. Alors, et on y vient, aujourd'hui, il y a la question centrale d'Israël, parce que le marxisme est un peu dévalué. Mais c'est intéressant de voir ce qui a été écrit pendant toutes les années où l'Union soviétique effectivement donnait le ton, y compris en France. Je me suis intéressé à retrouver les écrits, les éditoriaux, les tribunes, les articles de l'Humanité et de toute la presse communiste, la Nouvelle Critique et les lettres françaises. Mais c'était d'un antisémitisme virulent. Très vite, les éditorialistes du Parti communiste se lâchaient. C'était soi-disant un complot sioniste que l'on avait découvert à Prague en 1952. Oui, les fameux médecins juifs et compagnie. C'est en 1953, ça c'est les médecins juifs du Kremlin. Après, mais un an avant, il y a les purges, Slansky. Le fameux procès Slansky qui est raconté dans les mémoires d'Arthur London l'aveu, avec le film que l'on sait. Mais il y avait une dimension que plus personne ne nie aujourd'hui, une dimension antisémite évidente dans ces procès, et il faut lire, je me suis donné la peine d'aller dans les bibliothèques publiques relire les archives de l'Humanité, mais à chaque ligne, on dénonce le bourgeois juif Slansky, le complot juif sioniste, c'est tant dans les éditoriaux que même des caricatures, je reproduis même une caricature dans le livre, une caricature violemment antisémite. Qui date de 53. De 53, qui a été publié dans la presse officielle du Parti communiste français. On va continuer d'en parler, effectivement. De quoi cette gauche antisémite est-elle le nom? Avec Clément Velrenal, tout de suite après cette petite pause. C'est à 12h14, André Berkoff. Avec Clément Velrenal, la gauche antisémite, une haine qui vient de loin, aux éditions de l'Artilleur. Et on en parle, et je rappelle que si vous voulez intervenir, évidemment, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, 0826 300 300. Clément Velrenal, on va aborder aussi un peu plus d'actualité, le sujet Israël et la gauche. Un vaste programme et vaste sujet. Mais auparavant, je voudrais dire quelque chose, parce que est-ce que ce n'est pas un peu facile de dire est-ce que j'ai le droit de critiquer la politique israélienne sans pour cela me voir qualifié d'antisémite? J'ai même le droit d'être extrêmement critique avec certaines orientations ou des orientations certaines, peut-être la Cisjordanie ou autre, sans pour cela me voir qualifié du sceau de la famille antisémite. Je crois que j'ai le droit. Bien entendu. Ouais. On a le droit de critiquer la politique d'Israël ou même le principe d'Israël. On a le droit même de formuler des jugements erronés. Mais toute critique doit elle-même supporter une contre-critique. Sur le fond, liberté d'expression oblige. Débat contradictoire. Ouais. Or, je me permets de suggérer, d'affirmer même que la critique d'Israël, et je cite de nombreux exemples dans mon livre, la critique d'Israël, chez certains, elle est non seulement erronée, elle s'appuie sur des données des fausses données objectives, sur des faits qui ne sont pas exacts. Elle est infondée et... Non, mais on peut avoir du critique de la politique israélienne appuyée sur des faits. Elle est obsessionnelle. Elle diabolise très vite Israël, et on a encore le droit de le dire. Et quand, effectivement, non seulement elle diabolise Israël, mais
bien qu'elle s'abrite derrière une sorte d'antisionisme de bonne aloi, derrière les oripeaux de l'antisionisme, cette critique dérape d'elle-même. Je cite un certain nombre d'exemples. Ça va de Edgar Morin, un journaliste de France Inter qui publie des messages à l'antenne où on ne s'attaque pas aux soldats de Tzal, on ne s'attaque pas aux sionistes. Oui, vous parlez aux nazis sans prépuce, Netanyahou, on s'attaque aux juifs, s'attaque aux juifs nommément. Il y a eu effectivement dernièrement, là on est dans la séquence du 7 octobre, un humoriste qui qualifie Benjamin Netanyahou de nazi sans prépuce. Ça fait rire tout le monde dans un premier temps, puis ça déclenche le scandale. J'ai un peu examiné le dossier. Cette plaisanterie sur le prépuce des juifs est un classique de l'antisémitisme depuis 150 ans. Depuis 150 ans. Et ça a provoqué effectivement une sorte de rébellion invraisemblable dans les couloirs de la maison de la radio. Donc cette critique d'Israël, elle n'autorise ni les dérapages, ni ce type d'excès. Et comme je vous disais, prenez le texte d'Edgar Morin sous la seconde intifada, prenez les délires du dessinateur Siné, qui appelle au meurtre, non pas de soldats israéliens, il appelle au meurtre de juifs ici en France. Vous parlez d'une interview incroyable dans Carbone 14. Donc je rappelle des dossiers oubliés, parce qu'une fois de plus, quand c'est la droite ou l'extrême droite, on va devant les tribunaux, devant la chambre de la presse spécialisée pour ce type d'affaires, et les magistrats sont extrêmement pointilleux, ils traquent effectivement le moindre dérapage, et dès que ça vient de la gauche, soit on n'a pas entendu, soit même quand on arrive devant les tribunaux, on vous dit « Ah non, il faut tenir compte du contexte, c'est compliqué, c'est de la polémique, c'est acceptable, c'est du débat républicain », et on s'aperçoit effectivement que Israël sert de paravent effectivement à la haine anti-juive. Bien sûr qu'on peut critiquer Israël, mais comme je vous dis, cette critique, elle est souvent totalement erronée, et en plus ça dérape sur les juifs. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi ça dérape autant. Parce que Israël se présentant comme État juif, il y a ce problème. Je ne dis pas, encore une fois, je ne justifie rien, loin de là, mais si vous voulez, tout le problème est l'ambiguïté, et là, et il faut la poser, cette ambiguïté. Parce que effectivement, je crois que, moi, je peux dire, en tout cas, c'est mon opinion, et on est des milliers, c'est qu'on peut parfaitement critiquer, même très violemment, la politique, mais non, si vous mettez en question un État, c'est autre chose. C'est ça le problème, c'est ça la différence. Mais ce que je voudrais savoir, je voudrais vous poser une question, ce n'est pas dans votre livre, mais je suis sûr que, vous savez, quand il y a eu, je vous raconte Clément Vellerin, enfin je raconte, vous le savez aussi bien que moi au moins, rappelez-vous, 92, j'évoque 92, 16 juillet, 50 ans de l'anniversaire de la rafle du Veldiv. D'accord ? 13 152 juifs, enfin je rappelle, ont été parqués dans le Stade français avant d'être déportés dans les cas de la mort. Hein, la rafle du Veldiv, enfin bon. Alors, cérémonie commémorative est organisée à l'ancien emplacement d'hiver, rue Nélaton. François Mitterrand est là, président de la République, accompagné du président du Conseil constitutionnel, Robert Badinter, à l'époque, voilà. Et donc, il y a des sifflets, comme vous savez, des invectives qui accueillent Mitterrand. Le passé vichiste de François Mitterrand commence à ressortir. La francisque, voilà. Le passé vichiste, voilà, vous en parlez. Pareil, ça avait été mis, ça aussi, sous le boisseau, il ne fallait pas en parler. C'était un secret de polichinelle, mais il ne fallait pas en parler. C'est-à-dire, le grand public ne le savait pas. Voilà. Et vous avez juste un mot, vous savez que dans le Crapouillot, vous connaissez la revue Le Crapouillot, ils avaient publié la liste totale des titulaires de la francisque, dont François Mitterrand, bien sûr, et d'autres. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Robert Badinter, alors il y a eu des huées. Oui, bon, le militant juif. Eh bien, Robert Badinter laisse éclater sa colère. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti à un instant, et que je vous livre. Vous m'avez fait honte, dit-il aux gens qui huaient. Mais alors, Badinter serait antisémite. Moi, je ne comprends pas là. Mais pourquoi la réaction de Badinter? Il y avait peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Robert Badinter. Peut-être qu'il y avait chez lui un peu de dépit, le sentiment d'avoir été roulé dans la farine par François Mitterrand, dont on se souvient qu'il était un grand séducteur. Certes. Et qu'il avait su, malgré son passé, qu'il avait su effectivement embarquer Robert Badinter et d'autres. Je le cite d'ailleurs dans mon livre, puisqu'il y a un chapitre sur l'antisémitisme de Mitterrand, Jacques Attali, qui fut l'un des plus proche, un conseiller, une éminence grise, 12 ans ou 11 ans à l'Élysée, et lui-même, après avoir tenté de défendre François Mitterrand dans un livre de souvenirs, c'était François Mitterrand, c'est le titre du livre, Jacques Attali dit lui-même
que quand il a réalisé le passé de François Mitterrand, il en a eu les larmes aux yeux et il a cette formule, c'est lui-même qui le dit. Il a dit, je me suis dit intérieurement, j'ai été le collaborateur d'un collabo. Alors, je me rappelle le rictus de Robert Badinter lors de la cérémonie du Veldiv. Il prenait la défense de François Mitterrand, mais derrière cette terrible grimace, on sentait que c'était lui-même qu'il essayait de défendre, parce que son père avait été déporté. Le père de Robert Badinter, père de Robert Badinter est mort en déportation. Donc on imagine toute la douleur, comme je disais, le dépit, le ressentiment de Robert Badinter. Et c'est un peu le fil conducteur de mon livre, c'est qu'à chaque époque, on dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Ah, vous avez peut-être entendu des rumeurs, mais c'est pas vrai. La gauche n'est pas antisémite, c'est que la droite, c'est que l'extrême droite. Ce sont eux les nazis. D'ailleurs, ça tient aussi d'une falsification historique, puisque le corollaire de tout cela, c'est qu'on nous a toujours dit que la gauche avait été globalement résistante, alors que la droite aurait été globalement pétainiste. C'est faux, c'est une falsification. Et je rappelle dans le livre que le Parti communiste, mais ça c'est une vérité, j'allais dire historique, établie, mais plein de gens toujours ne le savent pas, c'est que le Parti communiste a été collabo, pro-nazi jusqu'en 1941. Et on a retrouvé des écrits de Maurice Thorez, des écrits de Jacques Duclos, où leur antisémitisme est évident. On va continuer à en parler, mais je crois qu'on va reparler de François Mitterrand, qui est quand même l'incarnation symbolique de ce parcours de ce mec qui incarnait la gauche au pouvoir, la gauche triomphante, et dont le parcours est pour le moins sinueux et pour le moins opaque, en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. On va se retrouver juste après une petite pause. 0826 300 300 pour qui veut intervenir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et est-ce qu'on peut dire, Clément Velrenal, que l'un de ceux qui ont le mieux incarné, est-ce qu'on peut dire comme ça, la gauche antisémite, ce serait François Mitterrand? Évidemment, quand je dis ça, ça va faire hurler dans les chaumières. Est-ce que François était antisémite? Mais vous racontez quand même cette histoire étonnante, cette séquence de son dialogue avec Jean d'Ormesson. Qu'a rapporté Jean d'Ormesson, qui est quand même étonnant, que je ne connaissais pas. C'est le dernier rendez-vous officiel de François Mitterrand à l'issue de 14 ans à l'Élysée et d'une carrière politique. C'est son dernier acte, si j'ose dire. Il reçoit son dernier jour à l'Élysée. L'après-midi, il va c'est vraiment son dernier jour à l'Élysée. Il va y avoir la passation de pouvoir à 13h ou 14h, donc il va recevoir Jacques Chirac, avec qui il a fait la paix. Et puis, le matin même, il reçoit Jean d'Ormesson. Bon, on voit les deux hommes, la même génération, ils sont d'un bord politique opposé, mais ils ont une grande estime mutuelle, Certes. Ils sont passionnés par la politique et la littérature. Donc vous imaginez un peu l'ambiance. Mitterrand, au soir, pas seulement de sa carrière politique, au soir de sa vie, c'est un homme rongé par la maladie, il discute, j'imagine, de beaucoup de choses. Et puis, Jean d'Ormesson ne peut s'empêcher, à la fin de l'entretien, il hésite quand même, il ne peut pas s'empêcher de lui dire, il y a les révélations sur votre passé, il y a Vichy. Jean d'Ormesson était un homme de culture, d'histoire, il était prêt à tout entendre, peut-être à en parler, à aider Mitterrand à en parler. Et qu'est-ce qui se passe? Mitterrand le regarde et lui dit, mon cher Jean d'Ormesson, ou je sais pas comment il lui dit, monsieur l'académicien, vous mesurez la nocivité du lobby juif en France. Et Jean d'Ormesson hésite à rapporter ses propos. Il ne les révélera que des années après, dans un livre intitulé « Le rapport Gabriel ». Alors effectivement, ça a provoqué un certain nombre de réactions. La famille de François Mitterrand a dit que c'était une invention, mais on ne voit pas très bien Jean d'Ormesson inventer, colporter comme ça une information totalement fausse. D'autres proches de Mitterrand ont dit « ça ne m'étonne pas, il nous avait déjà tenu des propos comme ça ». Et après ça, je me suis intéressé effectivement au passé de François Mitterrand, à son attitude vis-à-vis effectivement des Juifs d'Israël. C'était un homme très habile, c'était un séducteur, c'était un grand politique. On sait qu'il a longtemps passé pour un grand ami d'Israël et un grand ami des Juifs. Sa position a quand même évolué, bien entendu, c'était pas un antisémite obsessionnel, mais
ses dernières paroles, lors de son dernier rendez-vous à l'Élysée, ça a quand même une dimension symbolique. Est-ce qu'au-delà de ça, c'était l'incarnation en fait d'une certaine droite devenue le champion de la gauche? Parce que c'est ça l'un des grands paradoxes de l'histoire. Oui, ça montre l'imposture, effectivement, puisque Mitterrand, qu'on le veuille ou non, même si il vient de la droite et d'une droite très maurassienne, très nationaliste, mais Mitterrand, c'est quand même c'est le grand leader de la gauche, oui. au moins de la deuxième partie. Après avoir été Algérie française, comme on sait, ministre de la Justice, établi la peine de mort, elle a fonctionné sous Mitterrand. Ah oui, ça, il peut dire qu'il l'a fait abolir, mais en fait, en tant que ministre de la Justice sous la 4e, c'était le garde des Sceaux qui envoyait les gens à la guillotine. Donc, à votre avis, Clément Velrenal, vous racontez vraiment, parce que ce livre, je le dis, il est bourré d'informations et faut le lire, parce que, quel que soit ce que vous pensez, si Clément Velrenal va trop loin ou pas dans sa défense, je dirais, d'Israël et des Juifs, beaucoup de choses à dire là-dessus. J'assume cette défense. Vous assumez cette défense, absolument. Écoutez, il manquerait plus ça, vous l'assumez pas. Je vois pas pourquoi la défense d'Israël devrait être honteuse ou biaisée. Absolument pas. Mais en revanche, on peut effectivement avoir une attitude critique. On l'a dit déjà, ne revenons pas là-dessus. Comme tout gouvernement, comme tout gouvernement d'un pays démocratique, il ne fait pas que des bonnes choses, c'est sûr. Mais juste pour revenir à ça, alors comment donc, comment vous expliquez à travers tous les exemples, les témoignages, etc. Au fond, moi, quand je lis votre livre, alors moi, je vais vous poser la question, ça veut dire quoi la gauche? Est-ce qu'une vraie gauche ne peut être que antiraciste partout et donc elle ne peut pas être antisémite? C'est quoi une vraie gauche? Vous avez écrit ce livre, vous avez creusé, vous avez regardé des documentations. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, vraiment, c'est la question que je vais me poser. C'est quoi la gauche? Quand on regarde à ce regard-là et à cette lumière-là. Question difficile à répondre. C'est quoi la gauche? Je pense précisément que la question d'Israël, qui est un peu une énigme, est centrale là-dedans. Si cette gauche, parce qu'il y a bien sûr une gauche humaniste, une gauche antiraciste, une gauche sociale qui veut apaiser les tensions, qui est là et qui existe et qui est nombreuse, qu'on aimerait pouvoir aimer. Mais précisément, je pense qu'aujourd'hui, dans cette question de l'antisémitisme, la question d'Israël est centrale. Si vous acceptez, pourquoi? Parce que cette question, cette propagande anti-israélienne véhicule, comme je vous le disais, des mensonges invraisemblables, et derrière ces mensonges, il y a la haine des Juifs. Donc si vous acceptez de monter dans cette charrette, si vous acceptez d'être un idiot utile de la propagande islamo-gauchiste, au nom du droit des peuples, etc., vous finirez effectivement, vous n'échapperez pas à cet antisémitisme. Il faut donc accepter effectivement d'examiner sereinement, de ne pas, je viens de vous le dire, de ne pas être le propagandiste, le relais le relais de cette propagande djihadiste. Si vous ne, je pense que la gauche a un vrai problème avec Israël. Elle a un vrai problème avec Israël. Je ne dis pas que la droite a été toujours irréprochable, pour d'autres raisons. C'est ce qu'on appelait la politique arabe de la France, parce qu'il fallait vendre des mirages à Kadhafi et des centrales nucléaires à Saddam Hussein. Mais la gauche, pour des raisons idéologiques complexes et un peu obscures, effectivement, a un problème avec Israël. Si vous grattez, vous découvrez que ce n'est pas juste par compassion vis-à-vis des Palestiniens, mais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la détestation, une détestation irrationnelle. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour essayer de dénouer tout cet écheveau. C'est très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait, alors moi, encore une fois, pas du tout pour relativiser, mais au vrai sens, pour éclairer. Moi, encore une fois, c'est mon avis, je crois qu'il n'y a pas que le problème juif et Israël, pour cette histoire d'Israël, qui est effectivement au centre des polémiques, et au centre de plus que des polémiques d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas le côté, pour une certaine gauche, oui, ce sont les Blancs, ce sont les oppresseurs, ce sont les colonialistes, etc. Parce que ce langage, on le voit, il s'applique, encore une fois, cette gauche-là applique complètement ce qu'elle pouvait appliquer à l'Amérique du temps du Vietnam. Sauf que la grande différence, c'est que l'Amérique, on ne demande pas la suppression de l'Amérique.
Bien sûr. Mais là, c'est vrai, on retrouve Israël colonialiste, Israël blanc, parce que assimilé, alors que les Juifs, selon Céline et autres, étaient des narbonoïdes dégénérés. Aujourd'hui, ils incarnent les super blancs. Une sorte de super blanc. Et effectivement, colonialiste, oppresseur. Est-ce que ce langage-là ne joue pas un rôle très important? Parce que c'est ça qu'on entend aujourd'hui. Mais oui, c'est pas juste pour défendre les Juifs ou pour défendre Israël. Derrière effectivement, cet antisionisme de façade, il n'y a pas que de l'antisémitisme. Il y a tout ce que charrie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme ou le wokisme, effectivement. Et c'est une manière de dire, attention, il y a un programme totalitaire, ce que Staline ou ce que Pol Pot n'ont pas réussi à faire, ça peut arriver sous d'autres formes en Europe. Partout, regardez, la complaisance de l'extrême gauche vis-à-vis du terrorisme, en particulier du terrorisme palestinien. Dès les années 2000, les Juifs, les pro-israéliens disaient « N'ayez aucune complaisance vis-à-vis de ce terrorisme que vous abritez derrière un romantisme révolutionnaire. Ça n'est pas ce que vous croyez, ça n'est pas une guérilla de résistance. Et ce terrorisme qui aujourd'hui vise les Juifs en Israël atteindra un jour les populations civiles en Europe et en France. » Ceux qui disaient ça étaient traités d'excités et de paranoïaques. Et puis, il y a eu les grands attentats djihadistes que l'on sait en France, Bataclan, Charlie Hebdo, et dans toutes les grandes villes d'Europe. Le 7 octobre, je vous le dis, je ne suis pas prophète, l'ère des prophéties est terminée, mais ce qui se passe en Israël, ce combat asymétrique contre des armées, d'authentiques armées djihadistes, je songe au Hamas ou au Hezbollah, ce sont bien sûr des combats asymétriques. C'est d'un côté des chars et des avions, et de l'autre côté, vous avez quoi? Des drones et des missiles. Mais justement, il y a un certain nombre d'entités qui ont compris comment on mène la guerre face à des grandes puissances. Ce que Israël subit depuis 2 ans, depuis Gaza ou depuis le nord du Liban, peut survenir en Europe. Il ne faut pas croire que l'histoire, c'est quelque chose, que le film de l'histoire s'est arrêté, qu'il y a eu fin sur un écran, que les frontières ne bougent plus et que désormais, la vie en Europe, l'histoire en Europe est un long fleuve tranquille. Les frontières peuvent bouger, il y a des zones incertaines, je songe aux Balkans, je songe à certaines zones en Europe où l'État est défaillant. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, face au Hamas de Gaza et face au Hezbollah au sud du Liban, peut arriver en Europe. Il peut y avoir des scénarios de ce type-là, avec brusquement, on découvre qu'on est sous la menace des missiles, qu'on est sous la menace des drones, et que le djihadisme ne concerne pas que Israël et les Juifs, et que le djihadisme... Que le combat s'est étendu, je dirais presque planétairement. Je crois que nous avons... Oui, il y a plusieurs auditeurs en attente et on accueille dans un premier temps Philippe qui appelle de Caen. Oui, bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour votre invité. Excusez-moi, j'ai oublié. Je vous félicite de votre travail, monsieur, et grâce à vous, le mur des cons, c'est de quel côté il était. Alors, j'aimerais vous poser une question et une petite remarque. D'après vous, serait-il possible, à l'heure actuelle, d'avoir un procès de type capitaine Dreyfus en France? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais faire un lien. Il y a des mouvements de militaires qui se constitués en syndicats. Vous parlez de place d'armes? Vous parlez de place d'armes? Voilà, et de place d'armes, j'allais en parler justement. Oui. Exactement. Je voulais savoir si ces gens-là, qui sont tenus logiquement ou qui sont toujours hors cadre, pourraient être, je dirais, on pourrait peut-être leur créer quelques soucis. Est-ce que d'après vous, un procès de Dreyfus pourrait encore avoir lieu à l'heure actuelle avec l'image de la magistrature que l'on a actuellement? Oui, par rapport au syndicat de la magistrature et autres, c'est ça. Un procès avec une dominante antisémite, ou vous voulez parler d'un procès contre des officiers, un procès où la justice s'érige en pouvoir politique? C'est ça votre question? Je dirais les deux à la fois. Parce que le diable est dans les détails. Écoutez, je crois que la justice, on va être très prudent, mais la justice n'échappe pas elle-même au champ de la bataille politique. On pourrait... Simplement, me vient en mémoire les récents procès d'un ancien président de la République où on le rend coupable de corruption sans que le moindre acte de corruption n'ait été établi. Et on lui met un bracelet électronique, c'est ça, vous pensez à lui? Et on attend, je crois, pour septembre, une décision qui pourra aller beaucoup plus loin.
Est-ce que c'est comparable à l'affaire Dreyfus? Je n'en sais rien, parce que comparaison n'est pas raison, et ce ne sont pas les mêmes circonstances historiques. Mais comme je vous le disais tout à l'heure à propos du djihadisme, à propos des guerres et du terrorisme, effectivement, il ne faut pas croire que les dangers du passé ne peuvent pas revenir. Et la grande escroquerie, c'est de nous avoir dit depuis 40 ans, le seul danger, c'est le fascisme et le nazisme, qui eux vont revenir, etc. Mais à gauche, nous sommes immunisés contre tous ces démons. Oui, sauf qu'il peut y avoir, Clément Velrenal, un fascisme de gauche aussi. Hein, et un antisémitisme de gauche qui est très, très virulent. On accueille le second auditeur, c'est Stéphane qui appelle de Bordeaux. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour André. Je voulais réagir sur 2 points. Alors le premier, c'est sur effectivement cette distinction entre l'antisémitisme de droite et l'antisémitisme de gauche. Je crois que l'antisémitisme existe partout. Alors effectivement, l'antisémitisme de droite, j'ai l'impression qu'il est quand même plus essentiel dans le sens où je dirais que c'est un racisme en fait, l'antisémitisme de droite, avec éventuellement les racines qui ont été décrites sur les aspects religieux, alors que l'antisémitisme de gauche, tel que je le perçois, c'est plus un antisémitisme de pouvoir, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des personnes qui se disent le pouvoir, plus que l'argent d'ailleurs, le pouvoir est ici et il nous empêche de promouvoir la politique qu'on voudrait promouvoir. C'est-à-dire par exemple dans les médias, ils s'imaginent qu'il y a toute une partie des médias ou une grande partie ou une extrême majorité qui appartient aux juifs. Et je crois que c'est ce qui embête le plus, c'est ce qui génère le plus l'antisémitisme de gauche. Ça, c'est ma lecture, peut être erronée. Mais après, je voulais surtout réagir sur cet amalgame qui est fait, cette sorte de piège qui est tendu finalement. Et là, je voulais faire référence à ce qui se passe en Israël. Et on a des personnes de droite comme de gauche, une grande partie des juifs qui sont absolument outrés de l'extrême violence qu'il y a. Et plus que ça, et je pense que c'est un des moteurs essentiels à ce qu'on appelle l'antisémitisme, qui n'est pas forcément un antisémitisme selon moi, qui est plus une réaction à une mainmise sur certaines informations. Et quand on voit en fait le traitement qu'il est fait, alors il n'y a pas de les voix qui s'opposent ont accès aux médias, mais en fait quand on regarde de près en fait l'agencement des discussions tel qu'il est fait et votre invité fait cet amalgame, c'est-à-dire qu'il est clairement dit si vous vous opposez en fait je sais pas si on peut parler d'ultra-violence, de génocide, c'est un peu grand, mais des exactions absolument effroyables qui sont faites, on vous dit mais vous êtes antisémite. Et on entend même sur votre radio très souvent des personnes qui disent mais attention, les antisémites ce sont les antisionistes ce sont des antisémites. Il n'y a aucun rapport. Enfin, il y a des gens également quand je suis allé il n'y a pas très longtemps à Jérusalem, enfin il n'y a pas très longtemps, juste mois avant le déclenchement de la guerre, eh bien vous avez beaucoup de juifs qui sont outrés également en fait. Et donc là il y a un amalgame. Il y a une opposition en Israël très forte et démocratique. Quand vous entendez par exemple Ruth El-Krief qui s'en prend nommément à Villepin ou à Royal parce qu'ils défendent ces positions qui sont à la ligne française, c'est-à-dire que ce soit les Arabes ou que ce soit les Juifs, quand il y a des exactions de cette sorte, eh bien il faut s'y opposer. Et on voit que c'est pas le cas du tout. Okay, voilà, je crois que le mouvement essentiel est là en fait. Très bien. Non, mais on a bien entendu l'argument, Clément Velrenal, parce que c'est ce que dit Stéphane, c'est partagé par beaucoup de gens. Il dit oui, mais d'accord, c'est pas parce qu'on peut protester contre ce qui se passe, la réplique d'Israël à Gaza, qu'on est antisémite. Bon, la réplique d'Israël à Gaza, c'est un autre débat, mais je tiens à dire à Stéphane que en dehors des éléments de langage qui sont diffusés par la propagande du Hamas et repris ici, notamment par la France insoumise, il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a une guerre terrible. Le Hamas diffuse quotidiennement les bilans. Ils disent être autour de 40 000 morts au bout de 2 ans de guerre. Ils se gardent bien de faire le tri de la distinction entre les morts combattants du Hamas et les morts civils. Mais dans toute guerre, il n'y a pas plus atroce que la guerre. Vous savez, la première guerre du Golfe, quand la France et une coalition internationale vont bombarder Bagdad pendant 3-4 semaines, vous savez combien il y a eu de morts, Stéphane ? Il y a eu 150 000 morts. On n'a pas inventé plus atroce que la guerre. Le problème est de savoir la distinction qu'il faut opérer dans une guerre, c'est est-ce que c'est une guerre de défense ou est-ce que c'est une guerre d'agression ? La guerre en Ukraine, par exemple, c'est manifestement une guerre d'agression de la Russie.
sauf à expliquer que le 7 octobre était un acte légitime du Hamas, la guerre que mène Israël à Gaza est une guerre non seulement de défense, mais une guerre de survie. Comme je vous disais, attention, ça peut arriver à un pays européen d'avoir un jour une entité hostile, mal définie, un territoire aux mains non, mais ça pourrait être aussi intérieurement. Enfin, voilà. Il y a toutes les positions sont possibles. Pour en revenir aussi à ce que j'ai entendu, je lui réponds en quelques mots. Bien entendu, je ne cesserai de répéter, bien entendu qu'on peut critiquer Israël, même de manière erronée, mais quand cette critique s'en prend très vite, dérape et s'en prend non pas au gouvernement israélien, non pas à une partie de la population israélienne, mais aux juifs du monde entier, eh ben, il y a un petit problème. Il y a des déclarations, il y a des écrits qui manifestement tombent sous le coup de la loi. Qu'ils soient au moins permis, sinon de le dénoncer, au moins de l'exposer pour que, moi, je crois que chacun puisse se faire une opinion. Moi, je crois simplement, Clément, qu'il y a une troisième voie qui n'a pas, à mon avis, été assez définie. C'est que le problème qui est posé, il n'est pas là. Enfin, pour moi, peut-être personnel, mais c'est important. C'est que il y a ceux qui veulent, c'est là où doit s'arrêter le truc. Est-ce qu'on veut l'éradication d'Israël en tant qu'État ou pas? C'est déjà ça. Il suffit de lire la charte du Hamas. Le Hamas ne cherche absolument pas un accord. Mais la gauche n'est pas pour le Hamas quand même. Vous n'avez pas lisé les déclarations, les communiqués de la France insoumise? Certes, mais bien la sûr, France insoumise, une partie de la gauche et de l'extrême gauche, soit de manière assumée et évidente, soit de manière allusive. Précisément, quand vous accablez systématiquement le gouvernement d'Israël démocratiquement élu et que vous trouvez toutes les excuses au Hamas, il faut assumer, c'est donc que vous êtes dans le camp du Hamas. Et le Hamas, prône la destruction d'Israël. Et l'Iran prône la destruction d'Israël. Et quand on veut vous faire croire que c'est parce qu'Israël ne veut pas s'asseoir à la table des négociations qu'il y a une tension dans la région, alors que c'est le contraire, quand vous dites ça, vous colportez manifestement un mensonge de propagande. Et cette propagande, elle vient effectivement de djihadistes ce sont eux les génocidaires. Clément Velrenal, vous êtes un avocat passionné, et ça s'entend, et vous avez tout à fait le droit de l'être. On reprend juste après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Un livre à lire qui contient beaucoup d'informations, qui fera beaucoup parler, qui fait déjà beaucoup parler. Clément Velrenal, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin, aux éditions de l'Artilleur. Et nous avons Maud, on accueille Didier de Châteauroux. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Donc j'aimerais d'abord dire que sur le terme antisémite, je trouve qu'il y a... Le terme n'est pas bien employé. Les sémites, les Palestiniens sont des sémites, certains des Israéliens sont des sémites, d'autres ne le sont pas. Bon, peu importe. Après, moi, je ne nie pas du tout ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est un massacre, etc. Il y a pas de souci là-dessus. À côté de cela, on pourrait dire aussi quand même que Benjamin Netanyahou, qui s'appelle Benjamin Lewikowski, je crois, d'origine polonaise, si je ne me trompe pas, a dit à plusieurs reprises que le Hamas était un petit pain béni, enfin une belle opportunité pour lui, à plusieurs reprises, donc on peut se poser des questions là-dessus. Après, je trouve que le discours de votre invité est vraiment très manichéen, très manichéen. Alors moi, je suis pas du tout anti-sioniste, anti-juif ou tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, si on regarde la carte de 1948 ou 1947 de l'Israël et celle qu'elle est aujourd'hui, l'Israël est un pays colonisateur. Et ça, c'est indéniable. Benjamin Netanyahou, le journaliste de France Inter, il en a parlé tout à l'heure. Écoutez, qu'ils disent que c'est un fasciste, pour moi, c'est certain. Et d'ailleurs, son père ou son grand-père était un adorateur d'Hitler, il faut le savoir, comme bien d'autres d'ailleurs. Non, mais ça, vous êtes sûr de ça? Non. Vous Lui pouvez. est sûr de ça, mais attendez, je ne donne aucune certitude. Vous pouvez vérifier, d'accord? Vous vérifierez après. D'accord. Non, parce qu'un adorateur d'Hitler, enfin, c'est possible. Bon, mais je sais pas. Non, mais vous pouvez vérifier. Attendez, moi, toutes les sources ne sont pas bonnes. Non, bien sûr. Non, mais je comprends bien ce que. Oui. Mais moi, je suis un peu attristé du discours quand même. Ça met un peu les Juifs contre les Arabes, alors que ces Juifs et ces Arabes vivaient ensemble avant
que ce pays soit créé. Oui, écoutez, voilà. oh non, il va vous répondre, mais je vais vous dire, l'affaire est toujours pareille, c'est toujours plus compliqué. Et vous savez, les schémas d'un côté comme d'un autre, les schémas binaires, malheureusement, ont peu de choses à faire dans cette histoire. Je vous le dis, Didier, mais je voudrais laisser la parole à Clément Velrénal, mais je crois que c'est une histoire qui va hélas durer longtemps, et c'est ça le plus triste. Ouais. C'est le général de Gaulle qui disait « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Mais monsieur, je vous parle avec beaucoup de respect, mais vos idées, elles sont pas seulement simples, elles sont... J'ai quand même entendu en quelques minutes un tissu... d'inexactitude, tant sur la jeunesse du conflit que sur les dirigeants. Alors bon, vous qualifiez Benyamin Netanyahou de fasciste. C'est le seul chef de gouvernement élu démocratiquement dans l'ensemble du Moyen-Orient. Donc voilà, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En fait, je voudrais juste vous poser une question parce que vous avez dit, pour moi, il est fasciste. Vous êtes déjà allé en Israël, monsieur ? Je ne suis pas allé après. Allez-y, allez voir. C'est un pays très libre, vous y rentrez sans visa. Monsieur, est-ce que vous avez vu Otherland, monsieur? Est-ce que vous avez regardé ce film-là? Et après, si vous voulez, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone et on en discute. Eh bien, écoutez, voilà. On le fera, on va en discuter avec vous. Nous arrivons en fin d'émission et c'est très intéressant. Vous voyez, tout le monde a la parole à Sud. Donc, je rappelle le livre de Clément Velrénal, La gauche antisémite, une haine qui vient de loin, à lire, même et surtout pour en discuter et même pour le contester.